Et il pouvait entendre la télévision de la chambre voisine. Il ouvrit son téléphone pour regarder une vidéo récente de Nora dévoilant sa grande annonce. Elle se rendait à un salon mondial de l'alimentation à Paris. Sa joie était palpable, brillant à travers l'écran. Il ferma la vidéo, laissant tomber le téléphone sur le couvre-lit taché du motel. Son esprit tourbillonnait de questions inexprimées. Aurait-il pu faire partie de ce succès s'il n'était pas parti? Aurait-il été plus heureux s'il était resté pour élever une famille et monter une entreprise avec Nora? Au lieu de cela, il avait choisi une voie d'ambition imprudente et d'objectifs creux, et maintenant tout s'effondrait. Sa poitrine se serra alors qu'une émotion inconnue l'envahissait, le remords. Pendant des années, il avait balayé toute culpabilité en insistant sur le fait qu'il avait besoin de sa liberté. Mais la vérité était qu'il avait fui la responsabilité, la vraie connexion, et maintenant il en payait le prix. Il réalisa, avec un choc douloureux, que la vie pour laquelle il s'était moqué de Nora était précisément la vie dont il rêvait maintenant. Et il n'était pas sûr de pouvoir jamais en récupérer ne serait-ce qu'une infime partie. Au milieu de son monde en ruine, Derek sombra dans une sorte de nostalgie dépressive. Il se surprit à penser à Zané, cet enfant qu'il n'avait jamais réellement rencontré mais qu'il avait vu grandir dans les vidéos de Nora. Tard un soir, il s'assit dans ce motel bon marché, rédigeant une lettre sincère qu'il espérait pouvoir parvenir un jour à son fils. « Cher Zané, je ne sais pas si tu liras jamais ceci, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai fait une terrible erreur en quittant ta mère. J'étais jeune, stupide et trop égoïste pour voir quelle bénédiction incroyable tu aurais pu être dans ma vie. Je vois comme tu as grandi dans les vidéos. Comme tu sembles heureux et curieux. J'ai manqué toutes tes premières fois. Tes premiers pas, tes premiers mots, tes premiers rires. C'est de ma faute. S'il y a la moindre chance, un jour, j'espère que tu pourras trouver dans ton cœur de me pardonner. Je veux que tu saches que je regrette chaque instant que j'ai passé loin de toi, chaque jour où je n'ai pas été là. Je promets que si jamais j'ai une autre chance, je ferai tout mon possible pour arranger les choses. Avec amour, ton père, Derek. » Les larmes tachaient l'encre. Il plia la lettre, la glissa dans une enveloppe et griffonna l'adresse de la boulangerie de Nora sur le devant, sachant que c'était le seul moyen sur qu'elle puisse lui parvenir. Le lendemain matin, il la posta, incertain si elle serait lue, déchirée ou jetée. Quelques jours plus tard, Nora trouva la lettre dans la boîte aux lettres de sa boulangerie. Son cœur se serra à la vue de l'adresse de l'expéditeur. Elle se retira dans son bureau, ouvrant soigneusement l'enveloppe. En lisant les mots de Derek, elle ressentit des émotions contradictoires, colère, tristesse, pitié et un léger élan d'empathie. Mais finalement, elle décida qu'il était trop peu, trop tard. Elle remit la lettre dans l'enveloppe et la rangea dans un tiroir. Zané était trop jeune pour la lire, pour comprendre. Et franchement, Nora ne pouvait se résoudre à lui transmettre un message d'un homme qui n'avait montré aucun intérêt à être réellement là. Elle sentit une chaude vague de protection la parcourir. Derek n'avait pas mérité le droit de se proclamer père. Pas encore, et peut-être jamais. Elle murmura dans le silence, comme si Derek pouvait l'entendre. Tu as perdu ce droit quand tu as ri. Puis elle attrapa une pile de factures et se força à se concentrer sur les affaires courantes. Elle ne laisserait pas les regrets de Derek jeter une ombre sur le brillant avenir qu'elle construisait pour son fils. Au moment où Nora faisait ses valises pour Paris, le buzz autour de Sweet Riesbach atteignit des sommets sans précédent. Les entreprises prirent note, et un jour, un silence s'abattit sur l'arrière-boutique de la boulangerie lorsque Nora reçut un email d'une multinationale spécialisée dans les produits alimentaires et les boissons. Ils voulaient discuter d'un partenariat potentiel. Elle organisa un appel Zoom avec leur équipe de direction, s'attendant peut-être à un accord de distribution ou à un contrat de licence. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était leur proposition. Un rachat de 12 millions de dollars pour acquérir purement et simplement Sweet Riesbach, ainsi que les droits sur son nom, ses recettes et ses futures expansions. Au moment où elle vit le chiffre, son souffle se coupa. 12 millions de dollars, c'était plus d'argent qu'elle n'en avait jamais rêvé. Cela pourrait assurer l'avenir de Zané et bien plus encore. Son esprit tourbillonna de visions. Rembourser toutes ses dettes, acheter une maison, s'assurer que le fonds d'études de Zané soit bien garni. Mais en lisant les petits caractères, elle réalisa que cela signifierait abandonner complètement Sweet Ries. Elle ne serait plus la force motrice, la visionnaire créative. Elle perdrait le contrôle de la marque qu'elle avait construite avec sa propre sueur et ses larmes.
Elle demanda conseil à Léo. Il écouta attentivement avant de répondre. C'est une somme d'argent qui change une vie, sans aucun doute. Mais tu dois te demander ce que tu veux. Si ton objectif est un héritage, tu ne le trouveras pas dans une vente rapide. Si ton objectif est une sécurité financière immédiate, c'est une option à considérer. Nora fixa le contrat, se remémorant toutes les nuits où elle était restée éveillée à imaginer une vie meilleure pour Zané. Mais elle pensa aussi au personnel qu'elle avait embauché, à ses clients et à la communauté indéfectible qui l'avait soutenue depuis le premier jour. Elle imagina Zané grandir, courant dans la boulangerie, participant peut-être un jour à l'entreprise familiale. Le lendemain, elle organisa une réunion de suivi. Les représentants de l'entreprise réitérèrent leur offre, adoucissant l'accord en parlant d'expansion et de budget marketing. Nora était résolue. Elle refusa poliment. Sweet Riesbach est plus qu'une simple entreprise pour moi, expliqua-t-elle. C'est mon héritage. L'héritage de mon fils. Les dirigeants tentèrent de cacher leur surprise, insistant pour qu'elle reconsidère. Mais la décision de Nora était ferme. Elle mit fin à l'appel, se sentant plus légère, plus certaine de son but. 12 millions de dollars, c'était une somme énorme, mais elle appréciait encore plus la liberté de tracer sa propre voie. Cette nuit-là, après avoir couché Zané, elle fit un vœu silencieux, nous construisons un héritage, pas seulement une marque. Elle éteignit les lumières de la boulangerie, le cœur débordant de fierté pour son choix. L'avenir était grand ouvert, et elle voulait en saisir chaque parcelle selon ses propres termes. L'Expo de Paris fut un tourbillon de démonstrations culinaires, de stands infinis et de fans éblouis désireux de rencontrer Nora en personne. Elle se tint sur une grande scène en tant que conférencière principale, partageant son histoire avec un public captivé. Des chefs de restaurants étoilés au Michelin prirent des notes pendant qu'elle parlait de résilience, de communauté et du pouvoir du récit authentique. Léo l'accompagnait, organisant des réunions stratégiques et des présentations. Zané trottinait, les yeux écarquillés, charmé par les nouveaux paysages, sons et odeurs. C'était comme un rêve devenu réalité, ou un rêve qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. Le dernier soir de l'expo, Léo suggéra qu'il visite la Tour Eiffel. Sous un ciel parsemé d'étoiles, la structure emblématique brillait de mille feux. Nora s'émerveilla devant le spectacle, le cœur gonflé de gratitude pour le chemin parcouru. Elle se tourna pour remercier Léo d'avoir rendu ce voyage possible, mais l'expression de son visage la cloua sur place. Il était à genoux, une petite boîte en velours à la main. Ses yeux s'écarquillèrent. Les gens autour d'eux s'arrêtèrent, les téléphones avec appareil photo prêts, sentant un moment romantique. Nora, commença Léo, sa voix résonnant d'émotion. Depuis le jour où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais extraordinaire. Ta passion, ta force, ton amour pour Zané. C'est différent de tout ce que j'ai jamais connu. Veux-tu m'épouser? Les larmes montèrent à ses yeux. Elle jeta un coup d'œil à Zané, qui regardait curieusement. Son souffle se coupa alors qu'elle prenait la mesure des mots de Léo. Le souvenir de l'abandon de Derek persistait encore au fond de son esprit, mais Léo lui avait montré un autre type d'amour. Stable, solidaire, patient. Il croyait en elle inconditionnellement. Oui, murmura-t-elle, la voix brisée. Oui, je veux t'épouser. Des acclamations éclatèrent parmi les passants, et les flashs des appareils photo illuminèrent la scène comme des paparazzis à une première de film. Léo lui glissa la bague au doigt, un délicat anneau avec un petit diamant qui scintillait contre la nuit parisienne. Ils s'étreignirent, et à cet instant, c'était comme si le monde entier s'était arrêté juste pour eux. Plus tard, ils postèrent une courte vidéo de la demande en mariage sur les réseaux sociaux de Nora, et comme prévu, elle devint virale. Des fans du monde entier inondèrent les commentaires de messages de félicitations, d'émojis en forme de cœur, et plus encore. Pour une femme autrefois rejetée comme un fardeau, ridiculisée et abandonnée enceinte, il lui semblait surréaliste de se tenir dans la ville de l'amour, fiancée à un homme qui la chérissait, elle et son fils, de tout son cœur. Nora pressa son visage contre l'épaule de Léo, inhalant l'air frais de Paris mêlé au parfum de son eau de Cologne. Elle remercia silencieusement l'univers de l'avoir guidée d'un studio lugubre d'une seule pièce à ce moment à couper le souffle. Et elle jura de ne jamais rien prendre pour acquis. De retour à la maison, les préparatifs du mariage commencèrent sérieusement. Nora insista pour concevoir elle-même le gâteau de mariage. Après tout, c'était sa passion, sa signature,
et elle voulait que leur jour spécial reflète tout ce qu'elle aimait. À l'approche du grand jour, elle partagea des avant-goûts ludiques sur les réseaux sociaux. De courts clips d'elle testant des saveurs de gâteaux, réalisant des motifs de glaçage complexes, et faisant des dégustations avec Zané, qui n'était que trop heureux de se régaler de petites cuillerées de pâtes. L'excitation monta parmi ses abonnés, dont beaucoup avaient l'impression d'avoir fait partie du parcours de Nora depuis le premier jour. Le matin du mariage, la boulangerie était en effervescence avec les préparatifs de dernière minute. Le gâteau final était un chef-d'œuvre imposant de fondant blanc doux, de fleurs délicatement pochées et de subtiles touches dorées. Il était élégant mais pas ostentatoire, tout comme Nora. Lorsqu'elle publia une photo de celui-ci, l'image devint instantanément virale. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de commentaires, « Ce gâteau est une œuvre d'art ». Seule Nora pouvait se surpasser à son propre mariage. La cérémonie elle-même eut lieu dans un charmant jardin sous une canopée de fleurs épanouies. Une légère brise bruissait dans les feuilles, et le soleil de fin d'après-midi projetait une lueur dorée. Nora portait une simple robe en dentelle, ses cheveux relevés avec quelques fleurs. Zané, maintenant âgée de 4 ans, marchait devant elle dans l'allée, parsemant des pétales de fleurs tout en souriant aux invités. Léo se tenait à l'autel, les yeux remplis d'amour et d'admiration. Alors que Nora marchait vers lui, des souvenirs traversèrent son esprit. Le rire de Derek, le studio miteux, le premier TikTok viral, le jour où son four était tombé en panne. Toutes ces luttes l'avaient mené ici, à un moment débordant d'amour et de promesses. Les vœux furent une affaire joyeuse et pleine de larmes. Léo loua l'esprit inflexible de Nora. Nora le remercia de voir au-delà de ses cicatrices. Zané tira sur sa robe, voulant être tenue, et elle le prit dans ses bras au milieu de ses vœux, provoquant les rires des invités. C'était un moment qui capturait parfaitement leur petite famille. Imparfaite, imprévue, mais débordante d'amour. Plus tard, le moment de la coupe du gâteau fut diffusé en direct à des milliers de fans. Nora tendit d'abord une petite part à Zané, les larmes brillant dans ses yeux. Puis elle et Léo se donnèrent mutuellement des bouchées, leurs visages illuminés de bonheur. Internet s'évanouit collectivement, partageant à nouveau des extraits de la révélation du gâteau de mariage, le qualifiant de « mariage de l'année ». Nora eut l'impression de flotter sur un nuage toute la nuit. Elle dansa avec Léo, avec Zané, et même avec certains membres du personnel de sa boulangerie qui étaient devenus de chers amis. À un moment donné, elle s'éclipsa dans un coin tranquille du jardin, contemplant les étoiles. Le brouhaha et la musique s'estompèrent en arrière-plan alors qu'elle fermait les yeux. « Tu as ri, Derek », pensa TL, se remémorant sa raillerie, « mais c'est moi qui ris maintenant. » Et c'est un rire plein d'amour, d'espoir et d'un avenir que je n'aurais jamais cru avoir. Elle ouvrit les yeux, essuyant une larme égarée. Un nouveau chapitre avait commencé, et elle était plus que prête pour cela. Quelques mois après le mariage, Nora se retrouva assise sur un canapé moelleux dans un studio de télévision bien éclairé. En face d'elle se trouvait un animateur de talk-show charismatique de jour, connu pour interviewer des célébrités et des personnalités inspirantes. Nora, cependant, avait une idée derrière la tête pour ce segment. Elle voulait inclure Zané, qui était maintenant assez grand pour s'exprimer et était devenu un peu un favori des médias sociaux à part entière. Vêtu d'un minuscule blazer, Zané était perché à côté de sa mère, balançant occasionnellement ses jambes et regardant autour de lui avec une vive curiosité. Les caméras tournèrent, et l'animateur commença. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons Nora Carter, fondatrice de Sweet Rice Back, sensation virale, et l'une des mamans les plus inspirantes sur Internet. Bienvenue, Nora. Nora sourit, ressentant un mélange de fierté et de nervosité. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur d'être ici. L'animateur se pencha en avant, les mains jointes. Vous avez parcouru un long chemin depuis un petit studio jusqu'à plusieurs boulangeries et une énorme audience en ligne. Et j'entends dire que vous avez amené un invité spécial aujourd'hui. Nora guida doucement Zané plus près, passant un bras autour de lui. Oui, voici mon fils, Zané. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de la pâtisserie en premier lieu. La foule roucoula de plaisir. L'animateur se pencha légèrement au niveau des yeux de Zané. Zané, puis-je te poser une question? Zané hocha la tête, serrant un petit jouet en peluche en forme de cupcake. Ah chat. Qui est ton héros? Demanda l'animateur, le microphone pointé vers le garçon. Une seconde, Zané parut pensif. Puis son visage s'illumina comme un lever de soleil.
Ma maman, dit-il fermement. Le public fondit en un « ah ouais » collectif. La poitrine de Nora se serra d'émotion, les larmes menaçant de couler. Et pourquoi est-elle ton héros, sonda doucement l'animateur. Zané répondit avec une sincérité enfantine, parce qu'elle fait des cupcakes délicieux et qu'elle m'aime beaucoup. La foule éclata de rire et applaudit. Nora serra Zané dans ses bras, retenant ses larmes. S'il y avait jamais eu un moment qui validait ses choix, c'était cette simple déclaration de l'enfant qu'elle avait élevé à travers des épreuves incessantes. Pendant le reste de l'interview, Zané intervint occasionnellement avec d'adorables répliques, charmant tout le public du studio. Nora raconta son parcours plus en détail, soulignant l'importance de la communauté, de la persévérance et de la volonté d'apprendre. L'animateur conclut par une dernière question. Nora, quelle est la suite pour vous et Sweet Reback? Elle regarda Zané avant de répondre. Nous voulons continuer à grandir, continuer à inspirer. Et finalement, nous espérons ouvrir une fondation pour aider les mères célibataires à créer leur propre entreprise, car je sais à quel point cette route peut être difficile et solitaire. Le public applaudit de nouveau, clairement touché par sa vision. Alors que les caméras passaient à la publicité, Nora tapota la tête de Zané, submergée par la gratitude. Il leva ses grands yeux vers elle. « J'ai bien fait, maman ?» Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. « Tu as été parfait, bébé. » Peu de temps après l'émouvante apparition télévisée de Nora et Zané, Derek fit un geste désespéré. Toujours en difficulté financière et émotionnelle, il se présenta sans prévenir au nouveau local de Sweet Reback. Le magasin venait d'ouvrir pour la journée, et une file de clients se formait à l'extérieur. Les employés s'affairaient derrière le comptoir, préparant des plateaux de pâtisserie fraîche. Nora était dans l'arrière-boutique en train d'examiner les rapports de vente lorsqu'une employée affolée entra en courant. « Il y a un homme dehors qui demande à vous parler, » dit-elle, la voix tremblante. Il dit qu'il s'appelle Derek. L'estomac de Nora se noua. Elle soupira, redressa les épaules et sortit à l'avant. Il se tenait là, mal rasé, vêtu de vêtements froissés, les yeux injectés de sang et débordant de désespoir. Les clients le regardaient avec curiosité, certains le reconnaissant de l'histoire que Nora avait partagée sur son passé. Derek prit une profonde inspiration, les larmes au bord des yeux. « S'il te plaît, Nora, laisse-moi faire partie de ça. J'ai besoin d'une seconde chance. » Elle l'étudia, observant ses joues creuses, l'affaissement défait de ses épaules. Une petite partie d'elle ressentit de la pitié, mais elle se souvint aussi du chagrin, des nuits de larmes, de l'enfant qu'il n'avait jamais pris la peine de rencontrer jusqu'à ce que cela lui convienne. Ça. Elle désigna la boulangerie pleine de vie. C'est le succès que tu pensais autrefois n'être que de la chance, ou sans valeur. C'est un succès construit sur les difficultés que tu m'as laissé affronter seul. La voix de Derek se brisa. Je sais. J'ai tout gâché, tellement. Je le vois maintenant. Mais, ne puis-je pas aider? Ne puis-je pas faire partie de sa vie maintenant? Les yeux de Nora brillèrent d'une résolution d'acier née d'années d'épreuves. Tu n'as pas fait partie de la lutte, dit-elle doucement mais fermement, donc tu ne peux pas partager le succès. Il ouvrit la bouche comme pour argumenter, mais seul un murmure rauque en sortit. Nora. Elle secoua la tête, sa voix finale. Il est trop tard, Derek. Trop de choses se sont passées. Trop de choses que tu as manquées. Zané a une figure paternelle maintenant, quelqu'un qui s'est manifesté quand nous avions besoin de lui. Je ne vais pas embrouiller mon fils en te laissant revenir avec tes regrets. Pas maintenant. Des larmes coulèrent sur les joues de Derek alors qu'il fixait le sol. Le personnel et les clients regardaient, certains compatissants, d'autres jugeurs. Le cœur de Nora battait la chamade, mais elle refusa de faiblir. Elle jeta un coup d'œil à un agent de sécurité posté près de la porte, qui s'avança. Derek renifla, passa une main sur son visage et sortit en se traînant, les épaules voûtées. Dès qu'il fut parti, la tension dans la boulangerie se relâcha lentement. Nora expira, réalisant qu'elle avait retenu son souffle. Elle croisa le regard de quelques clients qui lui offrirent de petits sourires de compréhension. D'un signe de tête, elle se retira à l'arrière, les ailes à ordures, de la silhouette grelottante de sa mère mais sa résolution tint bon. Vous auriez dû y penser avant de nous trahir. Vous avez 28 jours. Utilisez-les à bon escient. Shigeok attrapa le bras de Ngozi, sa voix désespérée. Amara,
nous pouvons arranger ça. Un accord. La moitié de la maison, propriété partagée. N'importe quoi. Amara brandit le testament, la signature de son père comme un phare. Ceci dit que c'est à moi. Tout. Vous n'avez pas à négocier. Le direct de Tenny se coupa, sa batterie étant morte, son visage pâle. Tu nous ruines, Amara. Tu es sans cœur. Amara croisa le regard de sa cousine, sa voix douce mais ferme. Sans cœur? J'ai dormi derrière une benne à ordures à cause de vous. Je me suis reconstruite. Vous survivrez. Elle se tourna, sortant, le portail bleu grinçant derrière elle. Obina attendait dans sa voiture, son large sourire. Tu as été une reine là-dedans, Amara. Elle expira, les larmes aux yeux mais non versées. Ce n'est pas fini, Obi. Ils vont se défendre. Il hocha la tête, démarrant le moteur. Laisse-les essayer. Tu as la loi, la maison, et moi. Alors qu'il se dirigeait vers la boulangerie, Amara serra son carnet de croquis, esquissant la véranda de la maison. Elle avait remporté cette manche, mais la guerre était loin d'être terminée. Les retombées furent immédiates. Le direct TikTok de Tenny, bien que écourté, s'était propagé comme une traînée de poudre, des extraits circulant sur X et Instagram avec les hashtags retour en force de Nyong et chute des Ocon. Au matin, la gosse bruissait de l'histoire, une adolescente sans abri avait déjoué ses parents cupides, rachetant leur maison volée aux enchères. Amara, de retour à la boulangerie de Mornick, parcourait les publications, l'estomac noué. Elle voulait la justice, pas la célébrité, mais le monde entier la regardait. Tenny, désespérée de retourner la situation, posta un nouveau TikTok depuis le salon de la maison Nyong. Son maquillage était strié, sa voix tremblante alors qu'elle était assise sur le même canapé où elle s'était moquée d'Amara. Les amis, je suis dévastée, dit-elle, des larmes brillant. Ma cousine répand des mensonges, essayant de nous rendre sans abri. Nous sommes les victimes ici. Vérité au con. La vidéo accumula les vues, mais les commentaires furent brutaux. Vous avez volé sa maison. Le karma est réel. Amara est une reine. Les abonnés de Tenny diminuèrent. Ses rêves d'influenceuse s'effondrant. À la boulangerie, Amara montra la vidéo à Mornick et Ifeoma, la mâchoire serrée. Elle ment encore. Faisant comme s'ils étaient innocents. Mornick renifla en pétrissant la pâte. Cette fille a du culot. Pleurer des larmes de crocodile assise dans ta maison. Pathétique. La voix d'Ifeoma était douce mais ferme. Laisse-la parler, Amara. Les mensonges s'effondrent. La vérité est ton arme. Obina arriva, son ordinateur portable ouvert sur des publications X concernant le drame. Les vidéos de Tenny se retournent contre elle, dit-il en souriant. Les gens déterrent d'anciens messages, ces vantardises sur la maison, ces moqueries envers toi. Ils la dénoncent. Les yeux d'Amara se rétrécirent. Bien. Mais je ne veux pas que ça tourne autour d'elle. Il s'agit de la maison, de notre héritage. Obina hocha la tête, affichant une mise à jour juridique d'AGI. Le tribunal accélère le traitement du testament. Les avocats de Shijiok sont en panique. La vidéo de Tenny pourrait faire pencher l'opinion publique de notre côté. Une cliente, une jeune blogueuse nommée Kemi, entendit la conversation, les yeux écarquillés. Vous êtes Amara? Celle de la journée portes ouvertes? Ma fille, vous êtes une légende. Puis-je vous interviewer pour mon blog? Amara hésita, son instinct lui dictant de se cacher. Je ne cherche pas la célébrité. Je veux juste ma maison. Kemi se pencha en avant, sa voix sincère. Les gens ont besoin d'entendre votre histoire, pas les mensonges de Tenny. Vous inspirez des jeunes comme moi, des jeunes qui n'ont que des rêves. Mornick tapa sur l'épaule d'Amara. Fais-le, ma fille. Dis au monde qui tu es. Amara hocha la tête, sa résolution se renforçant. D'accord. Mais il s'agit de la vérité, pas de vengeance. Kemi sourit, sortant son téléphone. C'est pour ça que vous êtes une reine. Organisons ça. Alors qu'Amara se préparait pour l'interview, les mensonges de Tenny attisaient son feu. Le monde voyait les Ocon pour ce qu'ils étaient, et elle s'assurerait que la vérité brille encore plus fort. La boulangerie était une forteresse, sa chaleur protégeant Amara de la tempête extérieure.
L'article de blog de Kémy, intitulé « De la benne à ordures au rêve, le combat d'Amara Nyong pour son héritage », devint viral, partagé sur X et dans des groupes WhatsApp. À midi, les journalistes appelaient, leurs messages vocaux s'accumulant sur l'ancien téléphone fixe de Mornick. Une journaliste de la Gospulse, un site d'information en ligne combatif, se présenta, son carnet de notes prêt. Amara s'assit au comptoir, son carnet de croquis ouvert sur un nouveau dessin. Un refuge pour adolescents sans abri. La journaliste, Blessing, était jeune, ses tresses rehaussées de perles vives. Amara, votre histoire est partout, dit-elle, sa voix chaleureuse. De sans-abri à propriétaire à 17 ans? Les gens veulent savoir comment vous avez fait. Amara se tortilla, mal à l'aise sous cette attention. Je ne l'ai pas fait seul. Ma mère, Mornick, Obina, ils m'ont soutenu. Et le testament de mon père. C'est pour la vérité que nous nous battons. Blessing griffonna, ses yeux vifs. Les Ocon prétendent que vous mentez, qu'ils sont les propriétaires légitimes. Quelle est votre réponse? La voix d'Amara était assurée. Ils ont falsifié des papiers, soudoyé un juge. Mon père m'a légué la maison. Le tribunal le prouve. Ils ne peuvent plus se cacher. Mornick, essuyant le comptoir, intervint. Ces Ocon pensaient pouvoir enterrer Amara. Regardez-la maintenant, elle monte comme de la pâte. Ifeoma sourit, sa santé meilleure mais son chagrin toujours présent. La force d'Amara vient de son père. Il lui a appris à se tenir droite. Blessing se pencha en avant. Et ensuite? Vous avez la maison, mais les Ocon sont toujours là. Et le public, il vous appelle une héroïne. Les doigts d'Amara tracèrent son croquis. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une fille qui veut récupérer sa maison. Après ça, je veux construire des maisons pour les autres. Des jeunes comme moi, qui ont tout perdu. Le stylo de Blessing s'arrêta, sa voix douce. C'est puissant. Puis-je citer cela? Amara hocha la tête, son cœur assuré. Dites au monde que ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de reconstruction. L'article, publié ce soir-là, devint tendance avec le hashtag de la ruée à la suite. Les publications sur X louaient Amara, tandis que la dernière vidéo de Tenny, une diatribe larmoyante, se noyait sous les réactions négatives. À la boulangerie, Obina montra à Amara les statistiques, son large sourire. Tu es un mouvement, Amara. Les Ocon sont finis. Elle sourit, mais ses yeux étaient fixés sur son croquis. La célébrité était éphémère. Son héritage était éternel. L'histoire d'Amara Gagna emportait, transcendant la gosse. Une conférencière motivatrice, Dr Chioma, connue pour son podcast Rise Up Africa, Lève-toi Afrique, contacta Amara. Son équipe voulait présenter Amara dans un épisode intitulé « De la poussière à la destinée ». Amara hésita, parler en public n'était pas son point fort, mais l'insistance de Mornick la convainquit. Ta voix compte, Amara. Parle pour les enfants qui ne le peuvent pas, l'enregistrement eut lieu dans un studio élégant de Lagos, ses murs tapissés de récompenses. Amara s'assit en face de Chioma, une femme à la présence imposante et aux yeux bienveillants. Les microphones brillaient, et une caméra captait chaque mot. Le blazer d'Amara était impeccable, son carnet de croquis sur ses genoux pour lui donner du courage. La voix de Chioma était chaleureuse. Amara, votre histoire inspire des millions de personnes. Sans abri à 16 ans, maintenant propriétaire à 17 ans. Comment avez-vous continué? Amara prit une inspiration, sa voix assurée. Je n'avais pas le choix. Perdre mes parents, ma maison. Ça m'a brisé. Mais ma mère, Mornick, Obina, ils ont cru en moi. Et le testament de mon père. C'était la preuve que je n'étais pas rien. Chioma se pencha en avant. Vos proches, les Ocon, vous ont trahi. Pourtant, vous n'êtes pas amer. Pourquoi? Les doigts d'Amara se crispèrent sur son carnet de croquis. L'amertume est un piège. Ils ont pris ma maison, mais j'ai repris ma vie. Je construis quelque chose de plus grand. Des maisons pour des jeunes comme moi. C'est ma revanche. Les yeux de Chioma brillèrent. Vous vous êtes construite à partir de la poussière. Quel est votre message aux jeunes qui font face à une perte? Amara marqua une pause, sa voix claire. Vous êtes assez. Votre douleur,
vos rêves, ils sont votre pouvoir. Continuez, même quand il fait sombre. L'épisode fut diffusé, cumulant des millions d'écoutes. X explosa avec le hashtag Amara Inspire, et des dessins de fans des croquis d'Amara inondèrent Instagram. À la boulangerie, Mornick passait le podcast en boucle. Dansant. Tu es une star mondiale, Amara. Ifeoma la serra dans ses bras. Les larmes coulant. Ton père sourit, Amara. Tu es son héritage. Obina lui montra l'impact du podcast, sa voix émerveillée. Tu changes des vies, Amara. Des jeunes postent leurs propres histoires grâce à toi. Amara sourit, mais son attention était portée sur la maison. Les 28 jours des Ocon s'écoulaient, et elle avait un plan pour rendre leur départ inoubliable. À 14 jours de la fin du délai d'expulsion, Amara décida de remuer le couteau dans la plaie, non par cruauté, mais avec détermination. Elle rencontra Monsieur AGI à la boulangerie, l'acte de vente aux enchères et le testament étalé devant eux. « Je veux qu'il reste, dit-elle, sa voix calme. Pendant une semaine. Mais à mes conditions. » AGI haussa un sourcil, ses lunettes brillant. Des conditions? Amara, tu ne leur dois rien. Elle hocha la tête, ses yeux féroces. Il ne s'agit pas de devoir. Il s'agit de leur montrer qui je suis. Ils nettoieront la maison quotidiennement, cuisineront pour les sans-abri, et partiront avec rien d'autre que leur honte. AGI gloussa, griffonnant des notes. Justice poétique. Je rédigerai l'accord. À la maison Nyong, Amara arriva avec AGI, Obina et un huissier de justice. Shijiok ouvrit la porte, le visage hagard, Ngozi derrière lui, les yeux rouges. Tenny rôdait dans le couloir, sans téléphone en vue. Amara brandit l'accord, sa voix claire. Vous pouvez rester une semaine. Vous nettoierez chaque centimètre de cette maison quotidiennement. Sol, fenêtre, tout. Et vous cuisinerez des repas pour le refuge pour sans-abri en bas de la rue. Signez ou vous êtes dehors maintenant. La mâchoire de Shijiok tomba. Nettoyer? Cuisiner? Tu ne peux pas nous humilier comme ça. Le sourire d'Amara était froid. Vous m'avez humilié quand vous nous avez mis à la porte. C'est de la clémence. Acceptez-la. La voix de Ngozi n'était qu'un murmure. Amara, s'il te plaît. Nous n'avons nulle part où aller. Alors signez, dit Amara en leur tendant le stylo. Tenny s'avança, la voix tremblante. Tu es un monstre, Amara. Tu prends plaisir à ça. Amara croisa son regard, imperturbable. Je vous donne une chance de faire quelque chose de bien. Vous ne me l'avez jamais donné. Shijiok signa, sa main tremblante. Ngozi suivit, les larmes coulant. Tenny refusa, mais les regards furieux de ses parents la réduisirent au silence. L'huissier hocha la tête, scellant l'accord. Obina murmura, tu es un génie, Amara. Ils vont détester chaque seconde. Mornick, qui les avait accompagnés, rit. Ils vont récurer tes sols et nourrir les pauvres? Oh, j'ai besoin de voir ça. Ifeoma, attendant dehors, serra Amara dans ses bras. Tu leur donnes une leçon, Amara. Non pas avec colère, mais avec grâce. Amara regarda les Ocon se retirer à l'intérieur, son cœur assuré. La maison était sienne, et elle en ferait un phare d'espoir, en commençant par cette dernière leçon. La maison Nyong se dressait fièrement sur la rue Atabeo, son portail bleu brillant sous le soleil de Lagos. À l'intérieur, l'air était imprégné d'une odeur d'eau de javel et de défaite. Pendant 7 jours, l'oncle Shijiok, la tante Ngozi et Tenny avaient récuré les sols, poli les fenêtres et cuisiné des repas pour le refuge, selon les conditions d'Amara Nyong. Les Ocon, autrefois arrogants, n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, leurs vêtements de marque troqués contre des tabliers, leur fierté écrasée sous la clémence calculée d'Amara. Aujourd'hui était leur dernier jour, et Amara, désormais âgée de 17 ans, se tenait prête à signifier l'expulsion avec grâce. Elle arriva à midi, son blazer impeccable, son carnet de croquis sous le bras. Obina, son ami d'enfance et soutien financier, attendait dehors dans sa voiture, sa présence une force tranquille. Monsieur AGI, l'avocat de son père, se tenait à ses côtés, un dossier de documents juridiques à la main. La véranda de la maison, où la mère d'Amara chantait autrefois, était impeccable, témoignage du travail forcé des Ocon. Shijiok ouvrit la porte, le visage émacié, sa chaîne en or disparut.
Ngozi planait derrière, les yeux rougis, son gelé autrefois vibrant remplacé par un simple foulard. Tenny s'attardait dans le couloir, son téléphone absent, son air de défi envolé. Le salon, poli jusqu'à briller comme un miroir, semblait de nouveau appartenir à Amara. Amara brandit les papiers d'expulsion, sa voix calme mais ferme. Votre semaine est écoulée. La maison est à moi. Partez maintenant, et nous en aurons fini. Les épaules de Shigyok s'affaissèrent, sa voix rauque. Amara, nous avons fait tout ce que tu as demandé. Nettoyer, cuisiner, nous nous sommes humiliés. N'est-ce pas suffisant? Les yeux d'Amara étaient assurés. Suffisant? Vous avez volé ma maison, mon avenir. Je vous ai donné une chance de faire quelque chose de bien. C'est plus que ce que vous m'avez donné. La voix de Ngozi se brisa en un murmure. Nous n'avons nulle part où aller, Amara. Pas d'argent, pas de famille. Tu nous as détruits. Le cœur d'Amara vacilla où elle se souvint du froid de la ruelle, des frissons de sa mère mais sa résolution tint bon. Vous vous êtes détruit vous-même. Vous avez choisi la cupidité. Maintenant, vous en assumez les conséquences. Tenny s'avança, sa voix tremblante mais sèche. Tu es sans cœur, Amara. Tu as aimé nous regarder souffrir. Amara croisa le regard de sa cousine, son ton doux mais inflexible. Souffrir? Je vous ai donné une semaine pour vous racheter. J'ai dormi derrière une benne à ordures à cause de vous. Ne me parlez pas de souffrance. Les yeux de Shigyok brillèrent, une vulnérabilité rare. Je t'ai manqué, Amara. J'ai manqué à Emeka. Je suis désolé. Les excuses tombèrent comme une pierre, lourde mais tardive. La gorge d'Amara se serra, mais elle secoua la tête. Désolé ne défait pas ce que vous avez fait. Prenez vos affaires et partez. Agéi leur tendit les papiers, sa voix formelle. Vous avez respecté les conditions. Quittez les lieux avant le coucher du soleil, ou la police vous escortera. Ngozi sanglota, s'agrippant au bras de Shigyok. Tenny la foudroya du regard, mais son feu était éteint. Ils se traînèrent pour rassembler leurs sacs, la maison résonnant de leur silence. Amara regardait, son cœur un mélange de triomphe et de douleur. Elle avait gagné, mais la victoire avait un goût doux amer. Alors que les Okon partaient, leurs valises raclant le chemin, Amara se tenait sur la véranda, l'ombre du manguier la rafraîchissant. Obina la rejoignit, son sourire doux. Tu l'as fait, Amara. Ils sont partis. Elle hocha la tête, les larmes aux yeux mais non versées. Elle est de nouveau à moi, Obi. Mais c'est lourd. Il lui serra l'épaule. C'est parce que tu n'es pas comme eux. Tu as un cœur. Amara serra son carnet de croquis, esquissant la courbe du portail. Les Okon étaient partis, mais son travail ne faisait que commencer. La maison Nyong renaissait, ses murs débarrassés de la cupidité des Okon. Amara passa des semaines à la transformer, son stage chez Apex Real Estate alimentant sa vision. Elle peignit le salon d'un blanc ivoire chaleureux, accrocha les vieux rideaux de sa mère et transforma le bureau de son père en studio de design. Son objectif était audacieux. Convertir la maison en un refuge de transition pour adolescentes sans abri, un havre de paix ancré dans sa propre survie. Aujourd'hui était la grande réouverture, une célébration de son triomphe et une promesse aux autres. La pelouse bourdonnait d'invités, voisins, collègues d'Apex, habitués de la boulangerie de Mornick. Des tables étaient garnies de riz jollof, de puff-puff et de punch aux fruits, offerts par des vendeurs locaux inspirés par l'histoire d'Amara. Son épisode de podcast viral et sa célébrité grâce au hashtag de la rue à la Zuite avaient attiré une foule, y compris des journalistes et une équipe de tournage de la Gospulse. Amara, dans une simple robe en Ankara, se tenait près du portail bleu, son carnet de croquis désormais un classeur de plans pour le refuge. Mornick, son tablier troqué contre un gelé vibrant, la serra dans ses bras. Regarde ça, Amara. Ta maison, ton rêve, de nouveau vivant. Amara sourit, le cœur plein. C'est plus que la mienne maintenant, tantine. C'est la leur, celle des filles qui en ont besoin. Ifeoma, sa santé rétablie, les rejoignit, ses yeux brillants. Ton père serait si fier, Amara. C'est son héritage. Obina arriva, son costume impeccable, son large sourire. Tu es une légende, Amara. Ce refuge va changer des vies. Amara le poussa du coude, taquine.
Tu es pour moitié la raison pour laquelle ça arrive, Obi. Ne fais pas ton modeste. Il rit, se grattant ses dreadlocks. D'accord, je suis aussi un héros. Mais sérieusement, regarde cette foule. Ils croient en toi. Blessing, la journaliste de la Gospulse, s'approcha, son équipe de tournage à ses trousses. Amara, c'est incroyable. Un refuge pour adolescentes, financé par votre histoire? Pouvez-vous nous dire ce que cela signifie? Amara prit une inspiration, sa voix claire. Cette maison était mon foyer, puis ma douleur. Maintenant, c'est l'espoir. Chaque fille qui franchira ce portail saura qu'elle est assez, qu'elle peut se reconstruire. Voilà ce que cela signifie. Les yeux de Blessing s'adoucirent. Vous redonnez ce pourquoi vous vous êtes battu. Avez-vous des mots pour les filles qui vivront ici? Amara sourit, son classeur ouvert sur un croquis du refuge. Vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes vos rêves. C'est votre maison maintenant. La foule applaudit, les appareils photo crépitants. Mornick porta un toast, sa voix éclatante. À Amara Nyong, la fille qui est sortie de la poussière. Alors que la fête continuait, Amara se glissa à l'intérieur, se tenant dans le salon. Elle voyait les visages de ses parents dans chaque coin. Leur amour l'ancrant. C'était sa victoire, partagée avec ceux qui en avaient le plus besoin. La nuit était calme, la maison Nyong désormais un refuge en attente. Amara était assise près de la cheminée dans le bureau de son père, ses étagères garnies de ses croquis et des plans d'Apex. Les premières filles arriveraient la semaine prochaine, leur chambre prête avec des lits donnés et des rideaux vifs. Mais ce soir, Amara avait besoin de ses parents. Rocky désormais rempli de notes à côté de ses dessins. Obina prenait souvent de ses nouvelles, ses textos étant une bouée de sauvetage. Tu es plus coriace que Shijiok. Continue de te battre. Un matin, alors qu'Amara classait des plans chez Apex, Madame Folak l'appela. Amara, tu es douée pour la recherche. Vérifie cette liste de saisies immobilières pour des erreurs. C'est pour demain. Amara hocha la tête, plongeant dans la base de données. La liste était interminable, des maisons perdues à cause de dettes, des ventes aux enchères imminentes. Elle fit défiler mécaniquement jusqu'à ce qu'une adresse familière l'arrête net. 17 rue Adebayo. Sa maison. La maison Nyong, avec son manguier et son portail bleu, listé pour saisie. Ses mains tremblaient en cliquant sur les détails. Propriétaire, Shijiok Okon. Statut, paiement en souffrance. Vente aux enchères dans 2 semaines. Elle imprima la page, le cœur battant, et appela Obina. Obi, ils perdent la maison, dit-elle, la voix tremblante. Shijiok est endetté. Elle va être vendue aux enchères. La voix d'Obina crépita d'excitation. C'est ça, Amara. Ta chance. Nous pouvons enchérir. Elle rit. Enchérir? Avec quoi? Mon salaire de boulangerie? J'ai des économies, dit Obina. Et des relations. Je vais avancer la caution, tu t'occupes du plan. Nous allons récupérer ta maison. Amara hésita, la fierté la piquant. Je ne peux pas te laisser risquer ton argent. Ce n'est pas un risque, dit-il, le ton ferme. C'est un investissement. En toi. À la boulangerie, elle montra l'avis de saisie à Mornick et Ifeoma. Mornick exulta, jetant de la farine en l'air. Le karma frappe à la porte. Shijiok. Amara, tu vas redevenir propriétaire de cette maison. Les yeux d'Ifeoma brillaient d'espoir. Ton père veille sur toi, Amara. C'est son héritage. Amara rencontra Agei, qui confirma que la vente aux enchères était légitime. Shijiok a joué, dit-il en feuilletant des dossiers financiers. Prêt, mauvais pari, il se noie. La banque saisit la maison. Pouvons-nous gagner l'enchère, demanda Amara, la voix assurée. Agei hocha la tête. Avec les fonds d'Obina et le testament comme levier, oui. Mais Shijiok ne se laissera pas faire. Sois prête. Cette nuit-là, Amara s'assit au comptoir de la boulangerie, esquissant sa maison d'enfance de mémoire. La véranda où sa mère chantait, le bureau où son père lisait. Elle murmura à la page, « Je reviens ». La vente aux enchères approchait, une chance de récupérer son passé. Mais l'ombre de Shijiok planait,
plus grande, et Amara savait que ce combat ne faisait que commencer. La ligne d'horizon de Lagos scintillait à travers la fenêtre du bureau d'Apex Real Estate, mais le monde d'Amara Nyong s'était rétréci à l'écran lumineux de son ordinateur. La liste des saisies immobilières qu'on lui avait demandé d'examiner était un catalogue sinistre de rêves perdus, de maisons saisies, de familles déplacées. Ses doigts tremblaient en faisant défiler, l'adresse 17 Adebayo Street se gravant dans sa vision. Sa maison d'enfance, la maison Nyong, avec son manguier et son portail bleu grinçant, était mise aux enchères dans 10 jours. Propriétaire, Shijiok Okon. Raison, paiement en souffrance. Dette de jeu. Le cœur d'Amara s'emballa, un mélange de fureur et d'espoir. L'oncle Shijiok avait volé sa maison, et maintenant sa cupidité ruinait sa victoire. Elle imprima l'annonce, le papier chaud dans ses mains, et le glissa dans son carnet de croquis. Le bureau bourdonnait autour d'elle, téléphone sonnant, architecte débattant de plans, mais Amara se sentait seule dans sa mission. À 17 ans, elle était une stagiaire sans argent, sans pouvoir. Pourtant, le testament que M. AGI avait trouvé, caché dans une boîte inifugée, prouvait que la maison lui revenait de droit. Cette vente aux enchères était sa chance. Elle envoya un texto à Obina, son ami d'enfance devenu millionnaire de la tech, ses doigts volant sur le clavier. Obi, ça y est. La maison est sur la liste des ventes aux enchères. Shijiok la perd. Sa réponse arriva instantanément. Pas possible. C'est le moment, Amara. On va enchérir. Retrouve-moi à la boulangerie ce soir. L'estomac d'Amara se noie. Enchérir? Avec quoi? Son salaire de la boulangerie couvrait à peine les médicaments d'Ifeoma. La fortune d'Obina était une bouée de sauvetage, mais la fierté la piquait à l'idée de sa charité. Elle repoussa le doute, se concentrant sur les détails de l'annonce. Enchère minimale, 15 millions de Naira. Une fortune. À la boulangerie de Mornick, l'air du soir était épais de l'odeur du pain frais et des cacahuètes grillées d'un vendeur voisin. Amara s'assit au comptoir, l'avis de saisie étalé devant elle. Mornick, son tablier saupoudré de farine, se pencha, les yeux écarquillés. Les dettes de Shijiok l'ont rattrapé, dit Mornick, la voix joyeuse. Le karma a une sacrée poigne. Amara réussit à sourire. Ouais, mais gagner l'enchère? C'est peu probable. Je n'ai rien pour enchérir. Ifeoma, assise à proximité avec une tasse de thé, attrapa la main d'Amara. Sa santé s'était améliorée, mais ses yeux portaient encore le deuil. Tu nous as, Amara. Et le testament de ton père. C'est suffisant. La cloche de la porte tinta, et Obina entra d'un pas décidé, ses dreadlocks captant la lumière, son sac d'ordinateur en bandoulière. Il sourit, se laissant tomber sur une chaise. Bon, l'équipe. Reprenons cette maison. Amara lui fit glisser l'annonce. C'est 15 millions minimum. Je ne peux même pas me payer le papier sur lequel c'est imprimé. Obina parcourut la page, son expression calme. J'ai de quoi couvrir la caution. La vente de ma dernière application m'a laissé un peu de marge. Nous nous enregistrerons comme enchérisseurs anonymes. Pour ne pas alerter Shijiok. La fierté d'Amara monta. Obi, je ne peux pas te laisser risquer ton argent. Et si nous perdons? Il se pencha en avant, sa voix assurée. Ce n'est pas un risque. C'est toi, Amara. J'ai vu tes dessins, ta détermination. Tu vaux la peine qu'on parie sur toi. Et puis, je te dois bien ça pour ce cerf-volant que j'ai cassé quand on avait 10 ans. Elle rit malgré elle, le souvenir détendant sa tension. Tu te sens toujours coupable pour ça. Coupable à jamais, dit-il en clignant de l'œil. Sérieusement? Nous partagerons la propriété. Tu auras la maison, et je pourrai dire que j'ai aidé. Marché conclu? Mornick applaudit, son rire éclatant. Dis oui, Amara. Ce garçon a du bon sens et de l'argent. Amara hésita, puis hocha la tête. Marché conclu. Mais je te rembourserai, Obi. Chaque kobo. La voix d'Ifeoma était douce mais ferme. Tu ne reprends pas seulement une maison, Amara. Tu reprends notre nom. Obina ouvrit son ordinateur portable, affichant le site de la vente aux enchères. Il nous faut une stratégie. Shijiok pourrait essayer d'enchérir, ou ses créanciers.
Il faudra qu'AGI dépose le testament au tribunal, pour effrayer les concurrents. La résolution d'Amara se durcit. Faisons-le. Pour papa. Pour nous. Pendant qu'il planifiait, la chaleur de la boulangerie lui semblait être une armure. Amara dessina la maison dans son carnet, chaque ligne un vœu. La vente aux enchères était son champ de bataille, et elle était prête à se battre. La salle des ventes était une boîte stérile dans un bâtiment gouvernemental de Lagos, ses néons bourdonnant comme des mouches piégées. Amara était assise au dernier rang, son blazer emprunté rigide sur ses épaules. Obinna était assis à côté d'elle, sa tablette ouverte sur le portail d'enchères, leur identifiant anonyme Adanyong 22 près. La pièce sentait le café bon marché et la sueur nerveuse, remplie d'investisseurs en costume et de propriétaires désespérés. Le cœur d'Amara battait la chamade alors que le commissaire-priseur, un homme sec à la voix saccadée, énumérait les propriétés comme des articles sur une liste de courses. Son carnet de croquis reposait sur ses genoux, ouvert sur un dessin de la maison Nyong. Sa véranda, le manguier, le jardin de sa mère. Elle traça les lignes, se recentrant. Monsieur AGI avait déposé le testament au tribunal ce matin-là. Une grenade juridique pour dissuader les alliés de Shijiok. S'il remportait l'enchère, le testament pourrait garantir sa revendication. S'il perdait, elle repartirait de zéro. Obinna la poussa du coude, sa voix basse. « Ça va ? Tu as l'air sur le point de t'enfuir. » Amara força un sourire. « Juste. Et si on ne l'obtient pas ? Et si Shijiok est là ?» Obinna regarda autour de lui, ses yeux vifs. « Il n'est pas là. Les sources d'AGI disent qu'il fuit ses créanciers, qu'il se cache. C'est notre chance. » Le marteau du commissaire-priseur claqua. Lot 47. 17 Adebayo Street, Yaba. Mise à prix, 15 millions de Naira. Le souffle d'Amara se coupa. Un homme en costume à rayures leva sa palette, enchérissant à 15,5 millions. Une autre, une femme avec un collier de perles, comptera à 16 millions. L'estomac d'Amara se noua, des vautours tournoyant autour de sa maison. Obinna tapa, ses doigts assurés. Nous sommes à 16,5. L'écran se mit à jour, Adanyong 22 16,5 millions. L'homme en costume à rayures enchérit à 17 millions. Amara agrippa son carnet de croquis, ses ongles s'enfonçant dans le papier. Obi, il monte trop haut. Fais-moi confiance, dit-il en tapant à nouveau. 18 millions. La salle murmura, les têtes se tournant pour trouver l'enchérisseur anonyme. La femme au perles hésita, puis se retira. L'homme à rayures comptera à 18,5 millions. La vision d'Amara se brouilla. Elle revit le sourire narquois de Shijiok, Tenny se moquant sur TikTok, la nuit où elle avait dormi derrière une benne à ordures. Obinna se pencha près d'elle, sa voix féroce. « C'est ta maison, Amara. Pas la leur. Nous n'allons pas perdre. » Elle hocha la tête. Sa peur se durcissant en résolution. « Monte plus haut. » Il tapa, Adanyong 22 20 millions. La salle se tut, le commissaire-priseur s'arrêtant pour ajuster ses lunettes. 20 millions d'un enchérisseur en ligne. Une surenchère ? L'homme à rayures secoua la tête, marmonnant à son partenaire. Le commissaire-priseur attendit, puis abattit son marteau. Vendu. Lot 47 à l'enchérisseur Adanyong 22 pour 20 millions de Naira. Amara suffoqua, ses mains couvrant sa bouche. Obinna sourit, la serrant dans ses bras. On l'a fait, Amara. Elle est à toi. Des larmes piquèrent ses yeux, mais elle rit, le son rauque et libre. À nous, Obi. Merci. En quittant la salle, Amara serra son carnet de croquis, le poids de la victoire l'envahissant. Elle avait acheté sa maison. Son héritage. Mais Shijiok ne le savait pas encore, et cette pensée alluma un feu dans sa poitrine. La maison Nyong se dressait inchangée sur la rue Adebayo, son portail bleu délavé mais fier, le manguier lourd de fruits. À l'intérieur, Shijiok, Ngozi et Tenny vivaient dans un luxe inconscient, ignorant que leur empire s'effondrait. Amara se tenait de l'autre côté de la rue, cachée par les ombres du crépuscule, l'avis de saisie et la confirmation de la vente aux enchères dans son sac. La banque avait envoyé à Shijiok une lettre d'expulsion ce matin-là, 30 jours pour quitter les lieux. Elle imagina sa panique, les cris de Ngozi, la crise de Tenny. Ce n'était pas assez, elle voulait qu'il voie sa victoire.
Obina la rejoignit, sa voiture garée à proximité. Tu es sûr de ça? On pourrait laisser la banque s'en occuper. Amara secoua la tête, sa voix d'acier. Ils doivent savoir que c'est moi. Après tout, ils doivent voir. Il hocha la tête, du respect dans les yeux. D'accord. AGI est prêt avec le soutien juridique. Allons-y, à la boulangerie, Amara prépara son coup. Mornick l'aida à choisir un blazer élégant et des talons, la transformant de stagiaire en vengeresse. Ifeoma regardait, son sourire fier mais teinté d'inquiétude. Fais attention, Amara. Shijiok est désespéré. Les hommes désespérés sont dangereux. Amara la serra dans ses bras. Je n'ai pas peur, maman. C'est notre maison. Mornick lui tendit un dossier avec les papiers de la vente aux enchères. Entre là-dedans comme une reine. Fais-les s'incliner. Ce soir-là, Amara appela la banque, confirmant la livraison de l'avis d'expulsion. L'employé, une femme à la voix sèche, gloussa. Monsieur Ocon appelle toute la journée, hurlant à la fraude. Il n'a aucune chance. Amara sourit, son plan s'affinant. Elle attendrait la journée portes ouvertes que Shijiok organisait, espérant vendre avant que la banque ne saisisse la propriété. Elle entrerait, papier en main, et réclamerait ce qui lui revenait. À la boulangerie, elle s'assit avec Obina, répétant son entrée. Je ne veux ni crier ni me battre, dit-elle en sirotant du thé. Je veux qu'ils se sentent petits. Comme moi avant. Obina hocha la tête, son ordinateur portable ouvert sur les documents du tribunal. Tu as le testament, l'acte de vente aux enchères, la déclaration sous serment d'AGI. Ils ne peuvent pas te toucher. Mais Tenny, elle va probablement filmer. Les lèvres d'Amara se retroussèrent. Laisse-la faire. Le monde a besoin de voir qui ils sont. Ifeoma les rejoignit, sa voix douce. Ton père disait toujours que la vérité blesse plus que la colère. Montre-leur la vérité, Amara. Amara serra le dossier, son cœur assuré. La journée portes ouvertes était demain. Elle entrerait dans son passé et réécrirait son avenir. La journée portes ouvertes était une farce, une tentative désespérée de Shijiok de vendre la maison Nyong avant la date limite de la banque. La pelouse était entretenue, le portail fraîchement peint, mais l'air crépitait de tension. Amara arriva en taxi, son blazer impeccable, ses talons claquant sur le trottoir. Obina attendait à proximité, prêt à intervenir si nécessaire. La voiture de Monsieur AGI était garée plus bas dans la rue, les documents juridiques à portée de main. Le dossier dans la main d'Amara lui semblait être une épée. La maison bourdonnait d'acheteurs potentiels, couples, investisseurs, un agent immobilier avec un presse-papier. Shijiok se tenait dans le salon, sa chaîne en or brillant, son sourire forcé alors qu'il vantait la valeur de la propriété. Ngozi voletait, offrant du vin, son rouge à lèvres écarlates. Tenny se prélassait sur un canapé, filmant pour son TikTok, avec la légende « Grand projet, plus grande maison ». #Vibocon. Amara franchit la porte, sa présence passant d'abord inaperçue. L'odeur familière du vernis à la lavande de sa mère la frappa, lui tordant le cœur. Elle vit le vieux fauteuil de son père, les rideaux de sa mère, sa vie, volée. Elle se redressa, sa voix claire. Belle fête, oncle Shijiok. La pièce se figea. Le sourire de Shijiok vacilla, ses yeux se rétrécissant. Amara? Qu'est-ce que tu fais ici? Ngozi laissa tomber un verre de vin, l'éclat résonnant. Burke. Comment oses-tu te montrer? Le téléphone de Tenny se tourna vers Amara, sa voix stridente. Oh, ça, c'est de l'or. La cousine SDF est de retour. #drame. Amara l'ignora, s'avançant au centre de la pièce. Les acheteurs chuchotaient, sentant une scène se préparer. Elle ouvrit son dossier, brandissant l'acte de vente aux enchères. Je ne suis pas ici pour une visite. Je suis ici pour réclamer ma maison. Je l'ai achetée aux enchères. Vous êtes expulsé dans 28 jours. Shijiok rit, mais c'était un rire creux. N'importe quoi. C'est ma propriété. Sors avant que j'appelle la police. Amara brandit le testament, sa voix calme mais tranchante. Ceci est le testament de mon père. La maison m'appartenait depuis le début. Vous avez falsifié des papiers, soudoyé des juges. Le tribunal examine l'affaire maintenant.
Le visage de Ngozi pâlit. Mensonge. Tu n'es personne. Amara la regarda droit dans les yeux, imperturbable. Une personne qui possède cette maison. Vérifiez auprès de la banque. Adanyong 22. C'est moi. Le téléphone de Tenny tremblait, son direct explosant de commentaires. Attends, elle l'a acheté? Expulsez-les. Shijiok se jeta sur les papiers, mais Amara recula, sa voix s'élevant. Touche-moi, et monsieur Agei est dehors avec la justice. Les acheteurs reculèrent, murmurant. L'agent immobilier s'éclipsa, sentant une vente perdue. L'assurance de Shijiok se fissura, sa voix désespérée. Amara, parlons-en. La famille ne fait pas ça. La famille, dit Amara, sa voix glaciale. Vous m'avez jeté, moi et maman, à la rue. C'est la justice. Ngozi agrippa le bras de Shijiok, chuchotant, fais quelque chose. Tenny, toujours en train de filmer, marmonna. C'est mauvais. Amara se tourna vers la foule, sa voix assurée. Cette maison est l'héritage des Ngong. Elle n'est pas à vendre. Partez, ou vous aurez affaire à mon avocat. Les acheteurs s'enfuirent, laissant les Ocon seuls. Amara se tenait dans son salon, le dossier comme bouclier, son cœur battant de victoire. Shijiok la regardait fixement. Vaincu. Ngozi sanglotait. Le téléphone de Tenny tomba, son direct toujours en cours. Amara sortit, le portail bleu grinçant derrière elle. Obina attendait, son large sourire. Tu as été une patronne là-dedans. Elle sourit, les larmes aux yeux. Elle est à moi, Obi. Elle est vraiment à moi. Le combat n'était pas terminé, mais Amara avait remporté cette manche. Le monde regardait, et elle était prête pour la suite. Le salon de la maison Ngong était un champ de bataille, ses sols polis et ses hauts plafonds se moquant du chaos qui se déroulait. Amara Ngong se tenait au centre, son blazer élégant contrastant vivement avec la fureur tremblante de tante Ngozi, dont le rouge à lèvres écarlate maculait une serviette tachée de vin. La chaîne en or de l'oncle Shijiok brillait, mais son assurance s'était effondrée, ses yeux fuyant comme un animal acculé. Tenny, leur fille, tenait toujours son téléphone, son direct sur TikTok capturant chaque seconde de la révélation fracassante d'Amara. Elle avait acheté la maison aux enchères, et les Ocon avaient 28 jours pour partir. L'air était imprégné de l'odeur de vernis à la lavande et de trahison, la même odeur qui avait empli l'enfance d'Amara. Elle tenait l'acte de vente aux enchères et le testament de son père, sa voix assurée malgré la tempête dans sa poitrine. Vous m'avez entendu, tante Ngozi. C'est ma maison maintenant. Faites vos valises. La voix de Ngozi était un cri. Ta maison? Tu es une enfant. Une sale gamine des rues sortie de nulle part. Tu ne peux pas faire ça. Les yeux d'Amara étaient de glace. Je l'ai déjà fait. La lettre de la banque dit tout. 28 jours, où vous êtes dehors par la force. Shijiok s'avança, les mains levées, son ton suppliant. Amara, soyons raisonnables. Nous sommes de la famille. On ne met pas sa famille à la porte. Le rire d'Amara fut sec, tranchant la pièce. La famille? Vous m'avez jeté, moi et maman, à la rue avec rien d'autre qu'un sac poubelle. Vous avez falsifié des papiers, volé mon héritage. Ne me parlez pas de famille. Le téléphone de Tenny tremblait, son direct explosant de commentaires, elle les domine. Les Ocon sont des escrocs. Elle marmonna, c'est un cauchemar, mais continua de filmer, son nombre d'abonnés grimpant par milliers. Ngozi se jeta en avant, ses ongles brillants, mais Amara recula, imperturbable. S'il vous plaît, tante Ngozi, dit-elle, la voix basse. Les supplications ne vous vont pas, le visage de Ngozi se crispa, des larmes striant son maquillage. Tu ne peux pas nous prendre ça. Nous avons construit nos vies ici. Où irons-nous? Le cœur d'Amara vacilla où elle se souvint de la ruelle, de la benne. Où estimer? Oui, murmura Zara dans la pièce faiblement éclairée. Je vais les rencontrer. Kenneth n'a pas à le savoir. Un plan commença à se former dans son esprit, alimenté par les conseils de Mama Keji. Attendre, observer, et ne rugir que lorsque le moment serait venu. C'était un autre dîner somptueux à l'hôtel Aragon, organisé par GL Holdings pour célébrer le succès d'une nouvelle entreprise. Kenneth, toujours bien préparé, arriva avec Zara à son bras.
La salle scintillait de lustres qui brillaient comme des étoiles sur le sol en marbre poli. Zara avait choisi une robe en dentelle modeste mais élégante, ses cheveux relevés en un chignon soigné. Kenneth portait un costume sur mesure qui accentuait sa haute stature. Mais en entrant dans le hall principal, il lâcha rapidement le bras de Zara et se dirigea vers un groupe de dirigeants. Zara ravala le nœud d'appréhension dans sa gorge. Repérant un siège libre près de quelques connaissances, elle tenta de se fondre dans la masse. La conversation portait sur les expansions commerciales, l'économie locale et les nouvelles opportunités d'investissement. Occasionnellement, elle sentait les regards curieux de ceux qui avaient entendu des rumeurs sur sa prétendue infertilité. Pourtant, elle garda un sourire poli. Lorsque Kenneth revint enfin à ses côtés, il tenait une coupe de champagne. Sans un salut, il tapa une cuillère contre le verre pour attirer l'attention de tous. Le silence tomba alors que la foule se tournait vers lui. « Mesdames et messieurs », commença Kenneth en souriant brillamment. « Merci à tous d'être ici. Cette année a été monumentale pour GNL Holdings. Et ce n'est que le début. » Les gens acclamèrent et applaudirent. Kenneth laissa les applaudissements déferler sur lui comme un roi recevant les louanges de ses sujets. Puis, son regard se posa sur Zara, debout un peu en retrait derrière lui. « Pour moi, le succès ne se limite pas à la croissance de l'entreprise, dit-il suavement. Il s'agit d'avoir une vie complète. Cela inclut une famille merveilleuse, que j'espère construire très bientôt. » Le cœur de Zara se serra. Elle sentit l'intention derrière ces mots. Effectivement, Kenneth se tourna complètement vers elle et ajouta avec une douceur mordante. Bien que certains d'entre nous n'aient pas encore eu cette bénédiction, nous gardons la foi. L'expression de la foule devint gênée. Certains se tortillèrent mal à l'aise. Un murmure de pitié, peut-être même d'embarras pour Zara, se répandit dans la pièce. Zara garda un sourire calme, malgré l'humiliation. Kenneth venait pratiquement d'annoncer son infertilité à une salle pleine de personnes influentes. Elle serra les poings sous la nappe, résistant à l'envie de parler. Les paroles de son médecin résonnaient dans son esprit, « Vous êtes enceinte. » Mais elle ne parlerait pas, pas encore. Alors que la soirée avançait, elle endura la pitié silencieuse de ses connaissances et la condamnation tacite et suffisante dans le subtil sourire narquois de Ruth de l'autre côté de la salle. Pourtant, Zara garda la tête haute. Qu'il pense qu'elle était l'épouse stérile. Le temps révélerait la vérité, et quand il le ferait, cela frapperait Kenneth et tous les autres comme un coup de foudre. 2 jours plus tard, Zara se retrouva dans un restaurant isolé sur le toit, surplombant le paysage urbain. La lumière du soleil de l'après-midi se reflétait sur les parois de verre, et une douce brise offrait un certain soulagement de la chaleur. Elle avait été invitée ici par Musa, le représentant de la fondation mystérieuse. À son arrivée, un homme grand et robuste, vêtu d'un agbada sur mesure, se leva pour l'accueillir. Il se présenta comme le chef Okon Nwobi. Sa peau foncée avait un éclat sain, et il dégageait une aura d'autorité calme. Il la guida vers une table privée, où Musa se tenait poliment en arrière-plan. Le chef Okon ne perdit pas de temps. « J'ai lu des choses sur votre initiative de microcrédit. Je suis impressionné par votre détermination à aider les femmes des zones rurales à devenir autonomes. » Sa voix était un baryton profond. « Je crois que nous pouvons étendre vos efforts à d'autres régions, donner une chance à plus de femmes. » Une étincelle d'excitation s'alluma dans les yeux de Zara. « Ça a toujours été mon rêve. Mais jusqu'à présent, le financement et le soutien ont été minimes. » Le chef Okon hocha la tête. « Je fournirai le capital. En retour, je demande un dévouement total. Nous le structurerons de manière à ce que vous ayez la majorité des parts, mais je veux m'assurer que la mission reste pure. Aucune exploitation des bénéficiaires. Aucun frais cachés. » Zara avait du mal à en croire ses oreilles. Une telle offre changerait sa vie. Bien sûr. J'ai toujours insisté sur des conditions équitables pour les emprunteuses. Mais, puis-je vous demander pourquoi vous vous intéressez spécifiquement à mon projet? Le chef Okon esquissa un sourire mesuré. Je suis votre travail philanthropique depuis un certain temps. Je connais votre mari Kenneth, il marqua une pause réfléchie, il vous a éclipsé. Mes sources disent que vous êtes bien plus capable que quiconque ne le réalise. Les joues de Zara rougirent. C'était la première fois qu'elle entendait quelqu'un d'une telle stature reconnaître son potentiel sans que le nom de Kenneth n'éclipse tout. Je suis honoré. Vraiment. Ils discutèrent de logistique pendant l'heure suivante,
signant un accord préliminaire sur une simple feuille de papier, scellée par une poignée de main. Alors qu'il se levait pour partir, le chef Ocon lui adressa un léger signe de tête. La vie a une façon de tester notre résolution. Quand nous faisons nos preuves, nous trouvons parfois des bénédictions dans des endroits inattendus. Zara le remercia et quitta le restaurant sur le toit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le monde extérieur semblait plus lumineux, plus plein d'espoir. Bien que les ombres de la cruauté de Kenneth et des commérages manipulateurs de Ruth planaient encore, Zara savait qu'elle faisait le premier pas vers un avenir défini selon ses propres termes. Un soir, Zara rentra chez elle et trouva Kenneth assis dans le salon, une grande pile de documents sur la table basse. Les lumières étaient tamisées, et la tension dans l'air était électrique. Sans lever les yeux, Kenneth dit « Assieds-toi. Nous devons parler. » Le cœur battant, Zara obtempéra, se perchant sur le bord du canapé. Kenneth fixa les papiers, tapotant son stylo contre eux. Finalement, il la regarda dans les yeux. « Je veux le divorce. » Zara inspira brusquement, son esprit tourbillonnant. Elle avait senti ce moment approcher, surtout compte tenu des humiliations qu'on lui avait infligées lors d'événements publics et de la présence de Ruth. Mais l'entendre énoncer si froidement la blessa profondément. Kenneth continua d'un ton monocorde. « J'ai déjà parlé à un avocat. Voici les conditions. Nous finaliserons les formalités discrètement, pas besoin d'un scandale public désordonné. » Il feuilleta les documents. « Tu recevras un petit dédommagement. De quoi vivre confortablement pendant un certain temps. » La gorge de Zara se serra. Elle pensa à l'enfant à naître. « Kenneth. Tu veux vraiment ? » « Oui. » Il l'interrompit, la finalité dans son ton. « Il n'y a pas d'avenir pour nous. Ruth. Nous prévoyons de construire une vraie famille. Une qui ne soit pas minée par une attente sans fin. » L'estomac de Zara se noua. Elle pouvait presque sentir la satisfaction narquoise de Ruth de loin. Sa main se déplaça involontairement vers son abdomen. Protectrice de la vie qu'elle portait. Mais elle se souvint des paroles de Mama Keji et força son expression à rester calme. « Quand prévois-tu de finaliser cela » demanda-t-elle doucement, refoulant la boule dans sa gorge. « Dès que possible » répondit Kenneth en jetant le stylo sur la table. « Signe où c'est indiqué, et je m'occuperai du reste. Le cabinet rédige des documents supplémentaires. D'ici le mois prochain, tout devrait être réglé. » Zara sentit la piqûre de la trahison lui transpercer le cœur. Pourtant, son esprit bouillonnait. Elle avait le soutien du chef Ocon et un plan qui se formait en secret. Elle avait encore son bébé à naître à prendre en compte. Se levant lentement, elle ramassa les documents. « Je vais les examiner, » dit-elle, sa voix étonnamment ferme. « Ensuite, nous pourrons parler. » Kenneth hocha la tête avec indifférence, comme si elle n'était qu'une simple associée. Zara se retira dans la chambre, le dossier serré contre sa poitrine. Elle verrouilla la porte derrière elle et s'affaissa sur le sol en silence. Les larmes menaçaient, mais elle les essuya. « Il renonce déjà à moi, à nous, » murmura-t-elle. « Mais je ne renoncerai pas à moi-même ni à mon enfant. » Cette nuit-là, elle laissa les papiers non signés. Dans son esprit, elle commença à construire son plan de sortie. En quelques semaines, Kenneth rendit ses intentions flagrantes. Ruth l'accompagnait lors d'événements publics, fièrement perchée à son bras. Elle riait trop fort à ses blagues, posait pour les caméras avec des ongles vernis, et se délectait de l'attention qui accompagnait le fait d'être la nouvelle compagne de Kenneth. La nouvelle se répandit rapidement sur les réseaux sociaux et dans les couloirs des entreprises. Kenneth Yadil avait effectivement remplacé sa femme. Zara, pendant ce temps, disparut de la scène sociale. Elle cessa d'assister aux galas, aux événements religieux et aux réunions d'affaires. Les gens chuchotaient à son sujet. Pauvre Zara, mise de côté parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ruth s'assurait que les rumeurs restaient vivaces. Dans le silence de sa vie retirée, Zara déplaça discrètement sa base d'opération. Elle liquida de petits investissements qu'elle avait minutieusement épargnés et les transféra sur un nouveau compte ouvert sous un nom commercial alternatif. Elle passait également plus de temps à rencontrer le chef Ocon et son équipe, peaufinant son plan d'affaires pour étendre le microcrédit à plusieurs régions d'Afrique. Le jour où Kenneth et Ruth annoncèrent leur fiançailles dans un article de magazine sur papier glacé, Zara feuilleta les pages sans émotion. Au lieu du chagrin, elle ressentit un étrange sentiment de libération.
La dernière corde qui la liait au drame de Kenneth s'effilochait rapidement, et à chaque instant qui passait, elle devenait plus déterminée à assurer sa propre indépendance. Pourtant, elle gardait sa grossesse secrète. Robes amples, posture soignée et silhouette toujours mince. Son ventre de femme enceinte était discret pour l'instant. Elle programmait ses visites prénatales dans une autre ville. Ses appels téléphoniques avec Mama Keji étaient sa seule source de réconfort maternel. « Tu en es à combien de mois maintenant » demanda sa tante lors d'un appel tard dans la nuit. « 4 mois et demi, répondit doucement Zara. Le docteur dit que tout va bien. Elle marqua une pause, caressant son ventre avec une affection silencieuse. Je le garde secret des réseaux sociaux, de Kenneth, de tout le monde. La voix de Mama Keji fredonna son approbation. Bien. Il ne faut jamais exposer une jeune pousse avant qu'elle ne soit assez forte pour résister à la tempête. Zara termina l'appel, regardant les lumières de la ville par la fenêtre de son appartement temporaire. Kenneth l'avait rejeté pour être stérile. Ruth avait attisé les flammes des commérages, mais l'enfant dans son ventre était la preuve vivante qu'aucune de leurs affirmations n'avait de poids. Un jour, le monde apprendrait la vérité. 6 mois après le début de sa grossesse, Zara déménagea discrètement dans une ville paisible en périphérie de Lagos, près d'un ensemble de terres agricoles. Elle loua un modeste bungalow sous sa nouvelle entité commerciale, Nuru Venture. Le nom, signifiant « lumière » dans plusieurs langues nigérianes, était symbolique. Elle avait l'intention d'apporter de l'espoir et de la lumière à ceux qui en avaient besoin, en commençant par elle-même. Chaque matin, elle tenait des conférences téléphoniques avec le bureau du chef Ocon. Ils discutaient du déploiement des projets, des campagnes marketing et de la création d'alliances avec les coopératives locales. Zara se jeta à corps perdu dans le travail, se forgeant une nouvelle réputation en tant que Madame Z idéale, bien qu'elle n'utilisât jamais son nom de femme mariée complet. Elle voulait garder un profil bas jusqu'à ce que le moment soit venu. Les après-midi, elle rencontrait des femmes de la région, écoutant leurs besoins et leurs rêves. Une femme, Esha, expliqua comment un petit prêt lui avait permis d'acheter une machine à tricoter, augmentant considérablement les revenus de sa famille. Une autre, Confort, raconta comment elle avait utilisé un microcrédit pour acheter des semences et agrandir sa petite ferme maraîchère. Chaque histoire réchauffait le cœur de Zara, lui rappelant pourquoi elle avait commencé cette mission. La nuit, le bungalow était silencieux, à l'exception du chant lointain des grillons. Zara passait des heures à lire, apprenant sur les modèles de microfinance mondiaux. Elle caressait tendrement son ventre qui grossissait, fredonnant de douces berceuses à l'enfant qui semblait répondre par de légers coups de pied. Chaque fois que Kenneth lui traversait l'esprit, elle ressentait une pointe de chagrin. Pourtant, elle la repoussait, se concentrant sur la nouvelle vie qui se formait en elle et sur l'empire qu'elle construisait. Ceci, réalisa-t-elle, était sa chance de montrer au monde, et à elle-même, de quoi elle était vraiment capable. Un soir, après un long appel avec le chef Ocon, Zara sortit pour regarder le coucher de soleil. Une douce brise bruissait dans les hautes herbes, le ciel strié de pourpre et d'or. Elle inspira profondément, une vague de gratitude l'envahissant. Fini le temps où elle se tenait dans l'ombre de Kenneth, réduite à une épouse trophée. Désormais, elle traçait sa propre voie. Même s'il ne reconnaissait jamais sa valeur, elle la reconnaissait pour elle-même. Tard une nuit, Zara perdit les os. Le bébé arrivait plus tôt que prévu, vers le 7e mois, bien que les médecins l'aient averti que le stress pourrait accélérer le travail. Paniquée mais déterminée, elle appela l'hôpital privé qu'elle avait arrangé pour un accouchement discret. En moins d'1 heure, elle fut admise. La maternité était calme, les néons ajoutant une lueur surréaliste à l'activité précipitée autour d'elle. Des infirmières, efficaces et encourageantes, l'aidèrent à enfiler une blouse d'hôpital. Un obstétricien au visage aimable, le docteur Alak, la rassura en lui disant que, bien que précoce, le bébé montrait des signes de fort développement. L'accouchement de Zara fut intense. Ses contractions déchiraient son corps, chaque vague de douleur étant accompagnée d'une vague de peur. Elle pensa au dédain de Kenneth, à la joie malveillante de Ruth, à toutes les fois où on l'avait fait se sentir inférieure. Elle pensa aussi aux prières de Mama Keji et à l'enfant qui allait naître dans un monde compliqué. Après des heures qui semblèrent une éternité, elle entendit le cri perçant d'un nouveau-né. Des larmes coulèrent sur son visage alors que l'infirmière plaçait une minuscule forme gigotante sur sa poitrine. Les yeux du petit garçon étaient fermés hermétiquement, et ses poings s'agitaient avec indignation face aux lumières vives. « Il est magnifique »
murmura l'infirmière. Il est fort. Zara huma la chaleur de son fils, pressant ses lèvres sur son front humide. À cet instant, chaque chagrin d'amour, chaque humiliation disparut. Cette petite vie était la sienne, un témoignage de sa résilience. Elle le nomma Afolabi, ce qui signifie « né dans la richesse ». Pas seulement la richesse matérielle, mais la richesse de l'amour et des possibilités qui l'attendaient. Le docteur Alak effectua les vérifications habituelles, hochant la tête avec satisfaction. Il est prématuré, mais en bonne santé. Nous vous garderons toutes les deux sous observation. Zara s'assoupit d'épuisement, dérivant entre la conscience et le monde des rêves. Chaque fois qu'elle se réveillait, elle trouvait son bébé dormant paisiblement dans un berceau néonatal à côté d'elle. L'hôpital avait reçu l'ordre de ne pas enregistrer officiellement la naissance pour l'instant. Le chef Ocon avait aidé à organiser la confidentialité, sachant qu'une fois la nouvelle divulguée, cela pourrait déclencher une tempête. Le deuxième jour, alors qu'elle tenait Afolabi contre sa poitrine, elle murmura « Je te promets, mon fils, que tu ne te sentiras jamais indésirable ou incomplet. » Le vœu résonna dans la petite chambre d'hôpital, préparant le terrain pour une transformation qui allait bientôt ébranler les fondations mêmes du monde de Kenneth. Pendant ce temps, de retour en ville, Kenneth et Ruth se délectaient de leur nouveau statut public de couple puissant. Ruth dépensait joyeusement l'argent de Kenneth pour redécorer l'appartement terrasse et organiser des fêtes somptueuses. Elle paradait avec des sacs de créateurs, se vantait de son mariage imminent et signait son nom, Ruth Yadil, en formation, sur du papier à lettres personnalisées. Mais des fissures commencèrent à apparaître dans leur façade brillante. Ruth était rusée, mais elle manquait d'affection sincère pour Kenneth ou pour l'entreprise qui l'avait propulsée vers le haut. Elle aspirait davantage au prestige social. Les finances de Kenneth, autrefois solides, commencèrent à fuir sous les dépenses somptuaires de Ruth. Elle noua des relations douteuses, exhortant Kenneth à investir dans des entreprises louches qui promettaient des rendements rapides. Un matin, Kenneth se réveilla avec les gros titres des journaux, des allégations de détournement de fonds secoués GEL Holdings. Stupéfait, il parcourut l'article. Il laissait entendre que des fonds importants manquaient, pointant du doigt des délits d'initiés et des comptes mal gérés. La position de Kenneth fut soudainement mise sous surveillance. Il n'avait jamais volé une entreprise, mais les relations d'affaires de Ruth étaient liées à ces scandales. Au fil des jours, des détails plus incriminants firent surface. Les membres du conseil d'administration remirent en question le jugement de Kenneth. Les investisseurs commencèrent à se retirer. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Kenneth pourrait être contraint de démissionner ou rétrograder, n'importe quoi pour sauver la réputation de l'entreprise. Ruth devint agitée, se plaignant que Kenneth ne se défendait pas assez vigoureusement. « Fais quelque chose, Ken, lança-t-elle. Appelle tes contacts dans les ministères, arrange ça. » Kenneth, habituellement si confiant, sentit sa gorge se dessécher. Ils ne répondent pas, Ruth. Tout le monde prend ses distances avec moi. Je ne peux pas simplement faire disparaître ça par magie. Ses yeux brillèrent de colère. Inutile, cracha-t-elle avant de sortir en trombe, laissant Kenneth aux prises avec le chaos grandissant. Par un coup du sort, Kenneth réalisa que dans sa quête pour ternir l'image de Zara, il avait négligé de protéger sa propre réputation. Il sentit les murs se refermer sur lui. La femme qu'il avait autrefois rejetée lui traversait rarement l'esprit. Pourtant, ironiquement, elle aurait pu être la seule capable de lui offrir un soutien sincère. Mais pour autant qu'il sache, Zara était stérile, humiliée et hors de vue. Dans son imagination, elle ne représentait aucune menace. Avant que Kenneth ne puisse organiser une défense appropriée chez GEL Holdings, une bombe encore plus grosse explosa. Emeka et Ifeoma, dont la mort avait déclenché ce voyage. Elle tenait une lettre, ses pages remplies de son écriture soignée. C'était son cœur, déversé à ses parents perdus. La cheminée crépitait, projetant des ombres sur son visage, ses tresses lâches autour de ses épaules. Elle commença à lire à haute voix, sa voix douce mais assurée. « Chère maman et papa, j'ai réussi. La maison est de nouveau à nous. Je me suis battu pour elle, comme vous me l'avez appris. Oncle Shijiok, tante Ngozi, Tenny, ils sont partis. Je ne les détestais pas, même quand j'en avais envie. Je voulais que vous soyez fiers. Maman, je te vois dans chaque pièce. Tes rires, tes chansons. J'ai accroché tes rideaux. Planté tes fleurs. Papa, ton testament m'a sauvé.
C'était ta voix, me disant que j'étais assez. Je construis un refuge ici, pour des filles comme moi, des filles qui n'ont nulle part où aller. Elles connaîtront votre amour à travers ces murs. Vous me manquez. Certains jours, ça fait tellement mal que je ne peux plus respirer. Mais j'ai tenu ma promesse. Je n'ai pas abandonné. Cette maison, cet héritage. C'est le vôtre, le mien, et le leur maintenant. Avec amour, Amara. Des larmes tombèrent, tachant l'encre, mais elle sourit. Elle plia la lettre, la glissant dans un tiroir à côté de son carnet de croquis. La chaleur du feu lui semblait être l'étreinte de ses parents. Leurs esprits vivant dans son travail. Obina frappa, jetant un coup d'œil. Ça va? J'ai vu la lumière allumée. Amara essuya ses yeux, hochant la tête. Je parlais juste à maman et papa. Leur disant qu'on avait gagné. Il s'assit à côté d'elle, sa voix douce. Ils le savent, Amara. Ce refuge, ton cœur. Ils le voient. Elle s'appuya contre lui, sa voix un murmure. Je l'espère, Obi. J'espère qu'ils sont fiers. Ils le sont, dit-il en lui serrant la main. Et moi aussi. Amara regarda le feu, sa résolution intacte. Le refuge était son vœu, à ses parents, à elle-même, aux filles qui appelleraient cet endroit leur foyer. 5 ans jour pour jour après la mort de ses parents, Amara se tenait sur la véranda de la maison Nyong, l'air vif et prometteur. La maison de l'héritage Nyong, autrefois sa maison d'enfance volée, était maintenant un refuge florissant pour adolescentes sans abri. Son portail bleu, un phare d'espoir. La grande réouverture avait attiré les foules, et l'histoire d'Amara, hashtag de la rue à la suite, avait inspiré des millions de personnes. Aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire, elle dévoilerait le nouveau nom du refuge, un hommage à ses parents et à son parcours. La pelouse était festive, parsemée de guirlandes lumineuses, les tables chargées de riz jollof et de zobo. Parmi les invités se trouvaient les résidentes du refuge 10 jeunes filles aux yeux brillants d'espoir ainsi que Mornick, Ifeoma, Obina, AGI et des sympathisants de la communauté. Une bannière était suspendue au-dessus de la véranda, son texte caché jusqu'à la révélation. Amara, désormais âgée de 22 ans, se tenait à un pupitre, sa robe en ankara vibrante, son carnet de croquis maintenant une tablette remplie de dessins. Sa voix résonna clairement, amplifiée par un microphone. Il y a 5 ans, j'ai perdu mes parents, ma maison, tout. J'étais sans abri, brisé. Mais je n'étais pas seul. Ma mère, Ifeoma, Mornick, Obina, Monsieur AGI, ils m'ont soutenu. Cette maison, volée par la cupidité, est maintenant un foyer pour des filles comme moi. Aujourd'hui, nous honorons mes parents avec son nouveau nom. Elle tira sur une corde, la bannière se déroulant. La maison de l'héritage Nyong. La foule éclata en applaudissements, les appareils photo crépitant. Les filles applaudirent, leur voix formant un chœur de joie. Mornick serra Amara dans ses bras, son gelé éblouissant. Tu l'as fait, ma fille. C'est plus grand que la gosse. Ifeoma, les larmes coulant, murmura, tes parents sont ici, Amara. Dans chaque brique. Obina sourit, son costume impeccable. Tu es une force, Amara. Ces filles, elles sont ton héritage maintenant. AGI, ses lunettes brillantes, hocha la tête. Emeka dirait que tu as construit plus qu'une maison. Tu as construit l'espoir. Amara s'adressa aux filles, sa voix chaleureuse. C'est votre maison. Vos rêves commencent ici. Vous êtes assez. La première résidente, une fille timide nommée Blessing, la serra dans ses bras, murmurant « Merci, Amara. Tu m'as sauvé. » Le cœur d'Amara se gonfla, ses yeux fixés sur la bannière. La maison de l'héritage Nyong était le rêve de ses parents. Sa promesse tenue. Alors que des feux d'artifice illuminaient le ciel, elle sentit leur amour, éternel. Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.